Salut, c'est Maxence et bienvenue dans un nouvel épisode de 24 of 24. Aujourd'hui, je te présente Arthur, directeur général de la Karmine Corp, la plus grosse équipe de e-sport en Europe. Et cette année, en 2024, ils ont inauguré leur propre stade. Salut Arthur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Écoute, super content de te recevoir dans le podcast. Cette année, tu as une année hyper chargée, donc curieux un peu de décortiquer tout ça. J'aime bien commencer le podcast par la même question pour tout le monde, qui est quel est toi ton meilleur souvenir de l'année so far? On est en octobre encore, donc il y a encore quelques mois. Mais ouais, sur l'année écoulée, là, c'est quoi un peu le meilleur souvenir pour toi? Alors, je pense que le meilleur souvenir sera le KCX4 qui a lieu le 9 novembre, donc au moment où on enregistre, qui n'est pas encore passé, mais j'ai bon espoir que ce soit le meilleur souvenir. Ouais. Sinon, je pense que le meilleur souvenir reste l'ouverture de notre stade à Évry-Courcouronnes, puisqu'évidemment, être le premier club à ouvrir un stade en Occident, en tant que club résident, c'est à la fois beaucoup de stress, beaucoup de travail, ça a pris 1 an et demi quand même. Ouais. Et arriver à l'ouverture avec beaucoup de fans comme ça, c'est assez extraordinaire. Donc je pense que c'est vraiment ça le meilleur souvenir pour l'instant de l'année. Trop bien. Bah, on va décortiquer tout ça. Peut-être avant ça, est-ce que je peux juste te demander de te présenter, m'expliquer un peu ton parcours et comment t'es devenu le CEO de la Karmine Corp? Oui, alors je m'appelle Arthur Perticos, je suis entrepreneur, investisseur dans des startups et j'ai aussi des activités médias. Donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du SaaS logiciel retail, j'ai fait un peu de biotech, j'ai fait du podcast chez Magellan et maintenant je suis le directeur général de la Karmine Corp. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que je dirige une société que j'ai pas fondée, donc c'était aussi un saut dans l'inconnu et ça s'est fait par une rencontre avec les fondateurs, donc Kameto qui est le streamer numéro 1 en langue française et Prime qui est un des plus gros youtubeurs et créateurs au sens large en France, puisqu'il fait aussi du rap et il a sa propre ligne de vêtements. Et puis oui, on s'est tapé dans la main à un moment où ils avaient besoin justement de, appelons ça une forme de late founder qui va venir et qui va structurer d'un point de vue entrepreneurial, puisque eux ont beaucoup d'activités. Et forcément, le projet K-Corp est devenu très vite, très gros, et potentiellement trop vite, trop gros. Okay. Donc il fallait justement remettre à la fois de l'ordre, poser des fondamentaux d'organisation, de structure, de management et une vision stratégique. Et puis on fait ça tous ensemble depuis maintenant 2 ans. Trop cool. Je crois que tu as monté ton premier projet quand tu étais en études. Ouais, exactement. C'était une boîte d'événementiel, c'est ça? Une boîte d'événementiel, très basique. Je suis président du bureau des étudiants de mon école de l'époque, le CELSA. Je me rends compte que l'organisation des soirées étudiantes, la relation entre les salles, les agences et les bureaux des étudiants, évidemment, elle est un peu spéciale. Puisque le bureau des étudiants, c'est quand même une association avec des gens qui viennent, des gens qui partent chaque année, donc c'est un peu, voilà. Ouais. Et on s'est dit, tiens, on va se lancer et on va faire un intermédiaire de qualité en essayant de proposer aussi du contenu, puisqu'on avait un site de contenu pour le management, appelons ça, des bureaux des étudiants. Pour les aider à trouver des partenariats, ce genre de choses. Ouais, pour même, en fait, répondre à toutes les questions. Okay. Et donc, on avait, je crois, 200 à 300 articles qui répondaient aux questions à la fois basiques et ensuite un peu plus poussées de financement, structuration, légal, accompagnement, problématique, tout ce qui pouvait se passer de notre expérience. Et on rédigeait ces articles aussi en plus, ce qui a permis de proposer une stratégie de contenu dès le premier jour. Donc en fait, je suis dans le contenu depuis quasiment toujours en tant que passionné, mais aussi en tant que créateur plus indirectement, pas forcément own par moi et personnifié. Mais à chaque fois, il y a toujours eu des stratégies de contenu dans mes différents projets. Elle vient d'où cette envie d'entreprendre? Est-ce que tu viens d'une famille qui est entrepreneur? Comment t'expliques ça? Je viens d'une famille relativement modeste, mais mon père était, enfin il est toujours, mais maintenant il est employé, mais était vendeur de journaux, donc dans un kiosque à Paris. Ouais. Donc c'est un peu l'ancêtre des freelances ou des petits commerçants, location d'un kiosque, vente de détail. Et je me suis jamais dit que j'allais devenir entrepreneur parce que je savais même pas que ça existait comme terme. J'ai 34 ans, donc en fait, pas si vieux, mais pas si jeune non plus. Et le terme entrepreneur tel qu'il existe aujourd'hui, quand j'avais 16 ans, ça n'existait pas. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Et donc, je pense qu'il m'a donné le goût du commerce. En tout cas, aussi le goût, et surtout, je pense, le goût de l'indépendance et de faire des choses. Et puis, dans mes études, j'ai eu l'occasion de faire 1 ou 2 stages, notamment chez Publicis, qui m'ont beaucoup apporté, mais qui m'ont aussi montré que j'avais une forme de
rejet de la hiérarchie pour la hiérarchie. Alors que j'étais stagiaire et j'avais pas de. C'est pas les gens avec qui je travaillais moi ou on va dire mes maîtres de stage le problème, mais plus je voyais un système hiérarchique qui moi ne me convenait pas, qui avait du sens mais qui ne me convenait pas. Ouais. Et donc j'ai décidé ensuite de lancer des projets, mais c'est plus de. J'ai rencontré des gens, on s'est dit ce serait cool de. Et on a fait ça. Et puis ensuite, tout d'un coup, on m'a mis le badge entrepreneur. Ouais. Et puis ensuite, multi-entrepreneur parce que j'ai lancé une demi-douzaine de projets. Et puis voilà. Et puis ensuite, investisseur. Mais tu vois, il n'y a pas de stratégie écrite ou pensée à l'avance. Ok. Et ton rapport à l'e-sport quand tu étais, je sais pas moi, au lycée ou même en études, comment tu consommais l'e-sport à l'époque, si tu le consommais? Pas forcément l'e-sport, parce que de la même manière, ça n'existait pas quand j'étais au lycée. Moi, j'ai beaucoup joué. Ok. J'étais un gamer et j'ai passé beaucoup de vacances seul avec ma console chez mes grands-parents. C'était vraiment ma passion. J'ai adoré ça. Je suis vraiment, je pense, le classique de la génération très pop culture. Ouais. Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Pokémon, jeux vidéo, GTA, FIFA. Enfin, tu vois, les triple A. Ouais. Et c'était assez évident. Chaque année, ce que je voulais à Noël, c'était une console ou un jeu. Ouais. Souvent plus possible d'avoir un jeu qu'une console vu les prix. Ouais. Mais voilà, c'était une évidence pour moi, un basique. Et puis petit à petit, le fait que j'ai plus le temps de jouer s'est mué en spectateur sur Twitch. Et c'est sur Twitch que l'expérience e-sport s'est vraiment installée avec League of Legends. Mais avec d'autres jeux, StarCraft aussi. Ouais. Et puis voilà, c'était ma passion. Je dis souvent que mon Netflix, c'est Twitch. Ok. J'ai plus de plaisir à passer un moment sur Twitch et je pense que ça correspond à un peu de la radio, un peu du YouTube, un peu du Netflix autour de ma passion. Et c'est pour ça que j'aime bien. J'ai souvent Twitch, justement, en fond. Ok. Et tu t'étais posé la question de rentrer dans l'univers des jeux vidéo, côté peut-être éditeur, côté studio, en sortie d'études, ou tout de suite tu t'es dit non? Ça m'a jamais traversé l'esprit parce que, en fait, ça m'a jamais été présenté comme un travail. Ouais. J'ai jamais su qu'on pouvait. Okay. L'existence d'Ubisoft en tant qu'entreprise française avec des bureaux autour de Paris, ça n'a jamais été une possibilité pour moi, au sens de savoir que ça existe là-dessus. Je connaissais des jeux, mais je connaissais pas qui était derrière. Okay. Et ensuite, ça m'a un peu traversé l'esprit la première fois que j'ai failli quitter mon projet Wind. Là, c'était plus à l'époque de Melty, ils avaient une team e-sport et je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie d'avoir une team e-sport un jour. Okay. Amusant, avec le recul. Très heureux de ne pas l'avoir fait. Parce que 90% des team e-sport de l'époque ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu ça au fond de moi, sans jamais oser. Ok. Tu as mentionné Wind, je crois qu'il s'appelait Le Dej à l'époque. Tu peux nous parler de ce projet-là, comment il s'est développé? Avec la team avec laquelle on a créé la boîte événementielle, très rapidement, je pense au bout d'un an et demi, on s'est dit, bon, on a envie de créer un truc qui a plus de sens, avec un truc sur lequel on pourrait aussi avoir la fierté de se dire, voilà, on travaille dans ce secteur. Et à l'époque, le mot startup, c'était un peu un truc, genre, on va créer une startup, tu vois, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui. Et il y avait très peu d'éducation, très peu de contenu éducatif sur le sujet. Et notre dévolu s'est jeté sur le Dej, parce qu'à l'époque, une des startups ultra hype, c'était La Fourchette. Mais ils ne géraient que la restauration du soir, en réservation. Et on s'est dit, ok, on peut créer un équivalent de La Fourchette, mais pour le midi. Mais à La Fourchette pour le midi, ça va pas être de la réservation. Ça va être du take-away, parce que les gens n'ont pas le temps. C'est drôle parce qu'avec le recul, c'est vraiment l'idée que tout le monde a en sortant des grandes écoles ou d'écoles, c'est je vais me mettre sur le truc du midi parce que c'est une problématique que tu as quand tu es jeune. Et donc on a lancé ça. Ce qui est drôle, c'est que c'était à une période où il n'existait que comment ça s'appelait le truc de livraison, Allo Resto. Il n'existait que ça. Et donc la livraison du midi, c'était pas vraiment efficace sur Allo Resto. Et donc, il y a eu le projet Le Dej de livraison ou de prise en takeaway de bouffe le midi. Ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, tu as Deliveroo qui se lance à Londres. Tu as Take It Easy, qui n'existe plus, mais qui est un super projet en Belgique. Et donc, c'est le moment où tu as plein de gens qui se lancent là-dessus. Et très vite, on se rend compte avec mes associés de l'époque que ça va être difficile pour nous
de tenir la distance marketing. Ouais, parce que beaucoup plus de budget. Ouais. Et puis on était jeunes. Et puis on n'avait pas la crédibilité. Et puis à l'époque, lever de l'argent pour dire je vais tout brûler en B2C, comme les Américains le faisaient pas encore énormément, c'était pas particulièrement branché en Europe de faire ça. Ouais. Et donc on s'est orienté vers le B2B. On a changé le nom pour Wind. On est devenu une solution SaaS, donc une solution de logiciel sans installation sur place, on va dire, disons ça comme ça en français, pour tous les retailers, avec système de caisse, système de borne, système d'imprimante en cuisine. Et puis en gros, globalement, tu es un retailer, tu veux des solutions de vente dites omnicanal, tu viens chez nous plutôt que d'avoir 12 logiciels différents. Ok. Voilà. Et comment ça s'est passé le rachat du coup de cette boîte-là, ou en tout cas ta sortie? Moi, je suis sorti en 2016 à cause de désaccords avec mon associé de l'époque. J'ai revendu mes actions en 2018. La société a continué sa croissance, ils ont relevé des fonds. Je pense qu'au total, la boîte a dû lever entre 110, peut-être 110, 120 millions d'euros. Donc quand même un projet très financé. Et la société a été revendue en 2024. J'y étais plus, j'avais plus d'actions, j'avais plus d'intérêt capitalistique dedans depuis longtemps. Ouais. Et toi, du coup, c'était quoi ton rôle là-dedans? Quelle était ta casquette? Cofondateur, principalement sur les opérations, le marketing. Je veux dire, à l'époque, on n'était pas aussi structuré que ça l'est aujourd'hui, de chacun a un rôle, tu vois, mais on me positionnait comme ça. Et puis ensuite, directeur général, donc appelons ça CEO, si on veut, pendant un temps. Et puis ensuite, à mon départ, d'abord simple propriétaire d'actions, et puis ensuite simplement un des cofondateurs historiques, mais qui n'est plus parmi le projet. Ok. Et donc là, tu sors de cette expérience-là qui est, j'imagine, assez intense, hyper croissance. Et puis quand ça finit, appelons ça mal, où y a beaucoup d'émotions, et puis surtout c'est la première fois que tu pars d'une de des boîtes que tu crées. C'est forcément très émotionnel avec ton ancien associé. Donc voilà, mais avec le recul, c'était vraiment une aventure incroyable. J'ai tellement appris. Je suis content qu'elle soit arrivée très tôt, parce que ça reste les fondamentaux de tout ce que j'ai pu apprendre, en bien et en pas bien, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de quelles sont mes valeurs et mes limites, et de jusqu'où je suis prêt à jouer à la limite, quoi, tout simplement. Donc franchement, super bon projet, mais après ça, grand vide. Parce que en plus, quand même, c'est un peu conflictuel. Quand tu pars, c'est pas genre voilà, je vais partir dans un an, machin. C'est un arrêt brutal, brutal. En plus, je suis quelqu'un de très intense, donc je suis vraiment à 100%. Et donc, tu passes d'un emploi du temps micromanagé avec, c'était l'époque un peu tendance, des slots de 15-20 minutes de réunion et t'en enchaînes 25 dans la journée, à rien. Et le premier lundi, c'est violent. Dur, comment tu gères ça? T'es accompagné ou non, parce que pareil, tu vois, l'éducation à la santé mentale, c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard. C'était pas non plus aussi très tendance comme ça l'est aujourd'hui. Malheureusement, parce que c'est tendance parce que les gens ont beaucoup souffert du Covid, tu vois, mais t'apprends, tu survis. De toute façon, quand t'es entrepreneur, t'as beaucoup de survie, dans le sens positif du terme, on va dire. Donc voilà, tu t'adaptes, et puis ensuite tu grandis, puis au début, t'as les boules, et puis tu veux lutter, et puis ensuite tu luttes, et tu gagnes, tu perds, et tu comprends, et avec le recul, juste l'expérience fait son œuvre, et puis le temps efface beaucoup des mauvais moments pour conserver les bons. Et puis tout simplement, tu te lances à corps perdu dans d'autres projets. C'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, tout simplement. C'est un peu comme une ex-relation amoureuse, quoi. Tu passes simplement à autre chose et c'est cool. Trop bien. Et t'as fait ensuite un peu de contenu, je crois, pour la télé, non? T'as fait des capsules sur France 3. Sur le marché du travail, un petit peu, c'est ça? Comment exactement. Naviguer le marché du travail? Assez drôle, un producteur me contacte en disant on t'a vu, c'était à l'époque de Magellan. T'as la tête de l'emploi, c'est le cas de le dire. On veut donner des conseils, on veut lancer un contenu qui sera diffusé à la télévision, donc d'abord sur Public Sénat, puis racheté par France Télévisions sur la saison 2, pour donner des conseils à des chercheurs d'emploi. Donc on est vraiment sur une cible, j'allais dire niche, mais en fait c'est une fausse niche, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi évidemment en France, et des conseils en mode, on veut donner des conseils un peu modernes. On veut pas les ressources humaines traditionnelles qui viennent te dire, non, mais quelqu'un qui va parler un peu vrai, tu vois, qui va dire les trucs, et qui peut-être pourra avoir une position qui est pas donneur de leçons. En tout cas, c'était ça l'angle. Et j'ai dit, let's go. Et donc, on a fait plus de 60 pastilles de 1 à 3 minutes pour donner des conseils à des chercheurs d'emploi sur plein de sujets. Et c'était vraiment chouette. Donc, tu vois, une fois de plus, le contenu au cœur. C'est ça qui est assez drôle.
Et tu reversais, je crois, une partie de tes cachets ou l'entièreté de tes cachets à une asso, c'est ça? Ouais, j'ai reversé 50% de mes cachets à une association qui aide les entrepreneurs à se relancer après l'échec. Ok. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que forcément, plus tu connais d'entrepreneurs, plus tu vois à quel point c'est difficile. Mais surtout, à l'époque, ça a, Dieu merci, un petit peu évolué là-dessus. Quand tu fermais ta boîte, tu étais interdit bancaire souvent. Ah ouais. Ou tu étais interdit Banque de France, comme on dit. D'accord. Ou tu avais des difficultés particulières. Et donc, quand tu es entrepreneur ou chef d'entreprise, tu mets beaucoup de toi ou artisan. Et c'est plutôt cette cible aussi. C'est plutôt les artisans ou commerce de proximité. Les commerçants, quoi. Tu as tout mis. Tu as travaillé 16 heures par jour. Tu as parfois travaillé avec ta femme ou avec ton mari. T'as pas vu beaucoup tes enfants, t'as sacrifié pour ta passion, pour ton envie, pour le plaisir d'avoir une communauté de gens qui vivent aussi des biens et des services que tu peux proposer. Et quand ça s'arrête, t'as la banque, tu leur dois des tonnes d'argent parce que t'as fait des prêts pour grandir. Et c'est la merde absolue. Et t'es quasiment inemployable parce que t'as toujours été ton propre patron. Ouais. Et t'es dans la merde, tout simplement. Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que je crois que les interdictions Banque de France et compagnie ont été assouplies. Mais c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, principalement parce que l'exemple de mon père et toi, cette inquiétude-ci, si un jour ça s'arrête parce que c'est dur le commerce, qui d'ailleurs s'est produit avec le Covid, comment ces gens-ci peuvent rebondir quand ils n'ont pas la capacité, voilà. Et puis il y a beaucoup de dépression, beaucoup de suicides. Et donc c'est un sujet qui me tenait à cœur. Ouais. Et je me suis dit, j'ai la chance d'avoir un peu d'argent de côté parce qu'à ce moment-là, j'avais revendu mes actions de Wind. C'est pas ces quelques milliers d'euros qui vont faire la différence pour moi. Ok. Donc voilà, ça a donné du sens et je trouvais ça cool. L'asso, c'est 60 000 rebonds, c'est ça? C'est ça. Ok. Parlons rapidement de Magellan. Et puis après, on se focusera sur la K-Corp. Magellan, comment tu t'es amené à rencontrer Mathieu Gallet? Mise en relation, comme souvent. Ouais. C'est un moment où un peu difficile pour lui parce que il sortait de Radio France pour des histoires plus ou moins vraies, plus ou moins justes. En tout cas, lui en parlerait mieux que moi de cette partie-là, mais en tout cas, il est sur une sortie aussi conflictuelle, publique, donc forcément de facto violente, à tort ou à raison, mais en tout cas, elle est de facto violente. Et puis on est mis en relation par un ami commun. Une personne avec qui je travaillais, qui m'a beaucoup apporté et qui m'a aidé dans les moments qui étaient un peu difficiles. Et il me dit, ah putain, il y a ce mec, il a des idées. Toi, t'as pas de projet. T'aimerais bien en retrouver un. Rencontrez-vous. Et puis on se rencontre dans un café près d'Opéra. Et ça doit durer, tu vois, comme un café, 45 minutes, 1 heure, un peu comme un podcast. Classique, on se rencontre, on discute. Machin. Et puis en fait, ça dure 3 heures. Parce qu'on se parle du marché des contenus. Comme tu le comprends, marché qui me passionne. Bien sûr. Depuis toujours. Et le podcast, et le fait que c'est relativement inexploité, et qu'il y a un potentiel de marché. Et il a une vision très multitâche. Production, diffusion, studio, etc. Et on se dit, putain, mais en fait, il n'y a pas de Netflix du podcast. En tout cas, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Europe. Et on se dit, allez, let's go, on y va, quoi. On tente de lever de l'argent là-dessus parce que ça, c'est un modèle que tu peux pas lancer si t'es pas financé from scratch. Et puis on se tape dans la main. Avant ça, je lui envoie un email toi, tout de suite après. Genre vraiment, je l'écris en marchant, comme je fais souvent, à 2 doigts de me faire écraser. Et puis, tu vois, 12h30, 13h, j'ai encore l'email, je crois, où je lui dis, voilà les grandes conditions, quoi. Ok. Et puis, de l'association. De l'association entre nous, et puis on se lance. Okay. Je suis même pas sûr qu'il avait conscience à 100% de tout ce que ça voulait dire. Mais juste, j'ai essayé de mettre le maximum d'énergie. Et je pense que ça tombait à un bon moment pour lui aussi, pour être un rebond positif. Et quand tu es une personne publique, ce qui est difficile, c'est que ton rebond, il est vachement attendu. Et il est un peu marketé, forcément. Parce que par obligation, en fait. C'est de la survie, une fois de plus. Et je pense que l'ensemble et le duo et tout ça, ça fonctionnait bien dans la théorie. Ce qui s'est d'ailleurs révélé juste dans la pratique. Okay. Et on était vachement complémentaires. Et je pense que ça s'est vu et senti très vite entre nous. Et voilà, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat là-dessus. Et moi, de l'autre côté, je me suis lancé dans des projets publics, plus corporate, médiatisés. Et on était vraiment, je pense qu'on a été une forme de guide de l'un et de l'autre dans ces univers que l'un et l'autre ont fréquenté indirectement, mais qu'on ne connaissait pas de l'intérieur. Comment ça se passe, du coup, le lancement? Vous avez cette idée-là, vous vous tapez dans la main. Ensuite, du coup, quels sont les en direct, toujours la même méthode, pitch deck, parce que c'est le meilleur moyen de finaliser un peu ta pensée. Discussion avec des fonds, des investisseurs,
parce que c'est le moyen de confronter au marché du financement. Et puis on arrive à convaincre, à séduire. Aussi parce que y a l'aura de Mathieu, qui a une crédibilité phénoménale sur le marché des médias, mais aussi audio, parce qu'il sort quand même de patron de Radio France. Tu vois, donc, bon. Et puis on se lance, tu vois, tout simplement. Et ensuite on travaille, on recrute, on fait en sorte que ça existe. Et là on se lance. Mais on est une boîte médiatique et médiatisée avant même qu'on soit lancé. Donc le lancement, on fait genre 150 000 téléchargements le premier soir. On est lancé sur Quotidien avec Yann Barthès. Ça, c'est incroyable. Comment ça tient? Comment non, ça tient pas justement. Tout pète, tout explose. On met 3 mois à s'en remettre. On rééquilibre le truc, même le modèle. En fait, trop vite. En fait, c'est un très bon use case de... Bon, le problème, c'est que le lancement startup de tu lances et tu vois, il a une limite, qui est que quand tu es médiatisé sur ton lancement, que tout le monde en parle, que tout le monde est là, que tout le monde observe, on se dire mais c'est peut-être un concurrent et peut-être qu'ils vont nous impacter négativement sur ça. Déjà, t'es pas prêt techniquement à la montée en charge. T'es pas prêt légalement aussi, parce que forcément, c'est dans le monde des médias, tout le monde protège des marques, donc on s'est fait attaquer parce que notre abonnement payant s'appelait Magellan Plus. Bon, au final, il s'est rien passé. Mais bon, tu vois, c'est plein de micro-trucs qui font que tu te prends une énorme charge à la hauteur de 150 000 téléchargements. En France, sur une soirée, des boîtes qui font ça, il n'y en a quasiment aucune. Ça n'est jamais quasiment arrivé ou presque. Donc bon, très difficile, mais passionnant et puis tellement d'apprentissage. Toi, typiquement, l'application Carmine Corp qu'on a lancée a beaucoup été impactée par cette approche-ci. Sur parce des que critères très plein concrets. d'apprentissage. Peu de fonctionnalités, très pragmatique. Ça va être un lancement médiatisé de notre niche, donc il faut qu'on soit prêt à tant de téléchargements sur la soirée. Donc on réduit le scope au maximum, donc on communique de cette manière-ci, donc on annonce que c'est une bêta. Enfin, tu vois, ça a été sensiblement coloré par cette expérience-ci. Et Magellan, du coup, vous avez levé ensuite un deuxième tour, donc il y a eu pas mal de temps qui sont passés, vous avez pas mal itéré sur le projet. Et à quel moment tu t'es dit faut que je rebondisse et que je parte? Alors, je me suis pas dit il faut que je parte. Je me suis dit bon, en fait, il n'y a pas le marché, c'est un peu comme la voile, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu tournes et tu essayes de trouver le vent. Et parfois, juste le vent n'est pas assez puissant pour faire avancer le bateau là où tu veux aller. Donc, soit tu mets un moteur qui rend le truc fictif. Ça s'appelle lever des tonnes de pognon et cramer de l'argent. Mais pareil, il faut de l'essence au bout d'un moment, tu vois. Et dans tous les cas, peut-être que ça va pas aller jusqu'au bout. Et puis juste, tu vas tourner en rond, quoi. Tu vois, ça, c'est le problème des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent en marketing, mais ça perce pas parce qu'ils n'ont pas trouvé le truc, et parce que simplement le marché n'est pas prêt, ou juste il n'y a pas un product market fit. Ce qui s'est révélé vrai pour l'intégralité des plateformes à la Netflix de podcast, quasiment au monde. Donc, bon... Globalement, voilà. Mais au bout d'un moment, après des pivots, de l'adaptation, de l'amélioration, on se dit, bon, en fait, le modèle, il n'est pas suffisamment puissant pour l'instant. Il n'y a pas le product market fit qu'il faut pour le modèle full levée de fonds, indépendant, à la Netflix, tout simplement. Et donc, on décide de trouver des orientations en se rapprochant de groupes qui ont justement la capacité, par une alliance stratégique, d'avoir un projet qui tient. Mais sans avoir cette mécanique. Donc on discute avec des grands groupes médias, on discute avec des grands propriétaires de plateformes X ou Y, et on discute avec des sociétés spécialisées dans l'audio. Et notre dévolu, tout est... Enfin, en tout cas, on est arrivé à la conclusion que c'est avec un groupe comme ça qu'on pouvait trouver une offre qui était la plus propice à protéger les emplois déjà, grandir, avoir une vision stratégique, de spécialistes de l'audio, notamment l'audio embarqué en voiture, qui était une grande plateforme évidemment de croissance, puisque que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, beaucoup de l'audio est consommé lors de voyages et de trajets. Donc la voiture fait partie évidemment d'un des grands espaces de croissance potentielle de l'audio. Donc vous faites racheter par ETX Studio. C'est ça. Et après, du coup, toi, tu sors de la boîte. Je garde une forme de mandat d'accompagnement sur quelques mois, mais en fait, 3 semaines à 1 mois plus tard, je suis full-time ou presque. Tu vois, je devais garder un jour par semaine pendant quelques mois, mais je suis quasiment full-time Carmine Corp.
Comment ça s'est fait ça justement? Moi j'ai cru entendre une histoire de tu regardes une story sur Instagram et c'est un peu ça qui a tout trigger. Ouais, c'est pas du faux storytelling, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. L'avantage de Magellan, c'est qu'avec un peu de notoriété, tu te retrouves à avoir dans ton réseau de gens des personnes qui sont spécialisées dans le secteur, notamment des médias, notamment de l'entertainment, notamment du sport. Secteur qui est évidemment connexe de l'e-sport pour la Carmine Corp et les projets de créateurs de contenu. Je vois une story, je réponds. La personne me dit « Ah, mais ce serait cool que tu prennes un café avec eux parce que c'est toujours utile, tu vois, d'avoir de l'aide. » Quelques semaines plus tard, on se relance et elle me dit « Ah non, il faut vraiment, vraiment que tu les vois. » Je rencontre Kamel, je rencontre Amine, donc Kameto et Prime. Et ça se fait. Il n'y a pas de process, il n'y a pas de truc, juste... Mais comme avec Mathieu, en fait. Et comme avec mes associés de l'époque, de la boîte événementielle ou du projet Wind. Ça s'est fait, quoi. À l'époque, K-Corp, ça avait combien de temps? Ça avait 1 an et demi. Quasiment, enfin au moment où je commence à discuter, 1 an et demi. Mais bon, c'est un projet qui a une croissance tellement fulgurante, tellement phénoménale. Et puis, je peux le dire maintenant que ça fait 2 ans. 1 an de vie d'un club ou d'un projet comme ça de créateur de contenu, c'est en termes d'investissement, de fatigue, d'intensité, c'est 1 an vaut 2 ans de Magellan. Voire 3. Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est délirant. En termes d'intensité. En termes d'intensité, en termes de temps, en termes de... En fait, c'est permanent. Parce qu'il y a une communauté. Donc, il n'y a pas... la communauté va se mettre en arrêt à 23h ou à 22h ou à 19h le vendredi. Non. Tout le temps. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Il n'y a pas de vacances. Et l'e-sport est fait d'une telle manière que chaque club a plusieurs équipes. Donc, nos équipes jouent tout le temps. Et puis, il n'y a pas d'horaire non plus, parce que ton équipe peut jouer une finale d'une compétition à 2h du matin parce qu'elle est dans un autre pays. Donc, il y a une permanence, une continuité sans fin, qui fait que tu ne vois même plus... tu peux potentiellement ne pas savoir quelle journée. C'est parce qu'en fait, juste, tu es en 5 heures de sommeil en boucle depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est du délire. Et les gens qui sont dans ce secteur depuis 10 ans, j'ai un profond respect pour eux, parce que vraiment... ça vaut 20 ans de ce que j'ai pu connaître ailleurs. Et pourtant, j'ai connu quand même des projets d'entrepreneurs à fond, quoi. Donc, j'ai jamais compté mes heures. Mais simplement, à un moment, dans une boîte, tu peux dire, c'est dimanche, là. Mais dans les sports, quand tu es créateur de contenu, il n'y a pas de dimanche. Comment tu as fait ce choix-là de rejoindre, du coup, la K-Corp? J'imagine que tu avais potentiellement d'autres sujets sur la table, une volonté de relancer une boîte. À quel moment tu t'es dit, OK, je pense que c'est le meilleur... En fait, il n'y a pas d'analyse rationnelle. Enfin, je peux post-rationaliser, mais sur le coup, il n'y a pas d'analyse rationnelle. Mais comme le podcast avec Mathieu Gallet. J'ai juste envie de le faire parce que j'ai envie de travailler et de bosser avec ces gens-ci et de me tuer à la tâche pour créer et diriger le plus grand projet possible sur ce secteur. Ça, c'est tout. Et comme tu l'as compris, parce que c'est ce dont on a parlé au début, le gaming et la création de contenu et Twitch qui est mon Netflix et Kameto qui est un de mes créateurs préférés, il n'y a même pas eu de réflexion. En plus, théoriquement, alors c'est un peu glissé depuis, mais le deal c'était que je ne devais pas être personne publique. En fait, très vite, on s'est rendu compte que tu peux pas ne pas être public ou c'est très difficile d'être CEO de ce club-ci, pas être public, et puis il faut aussi soutenir et protéger les fondateurs dans les moments de communication qui le nécessitent. Donc, mais de base, le deal, c'est pas public, même pas Twitter, tu vois. Genre, ça a glissé. et donc, il y avait un côté un peu aussi rassurant, parce que pour la première fois depuis 10 ans, je dirigeais un truc que j'ai pas fondé. Et en fait, au bout de 2 mois, 3 mois, l'intensité fait que de toute façon, très vite, j'ai décidé de diriger ça comme si je l'avais fondé. Parce que de toute façon, j'ai toujours eu des associés. Et j'ai jamais fait les trucs en disant, voilà, on va faire ça et on va... Enfin, je suis dans la collaboration avec les associés. Donc en fait, la même manière de fonctionner fonctionne très bien avec des fondateurs. Surtout des fondateurs qui ont beaucoup de travail par ailleurs et qui peuvent pas être full-time au sens de passer 12 heures par jour sur ce projet. Parce qu'ils en ont d'autres. Donc avec ça a été hyper naturel. Est-ce que tu avais des appréhensions sur comment la communauté allait potentiellement recevoir le fait d'avoir une nouvelle tête, une nouvelle figure, exactement. Non, parce que je me suis lancé en sachant que je ne serais pas une tête. Donc ça facilite les choses. Quand il y a eu l'annonce, un petit peu parce que
En fait, avec le recul, tu vois vite que t'es un peu le cliché. On est tous le cliché de quelque chose. Et bon, ma carrière et la manière dont je m'exprime et les diplômes que j'ai montrent une facette de moi qui est quand même un peu le cliché du start-upper. Les gens peuvent pas savoir ce que je pense vraiment de la Startup Nation. Les gens peuvent pas savoir de quelles origines sociales ou même culturelles je viens, de quelle est ma vision du monde, tu vois. Et puis bon, je suis pas un créateur de contenu de base avec mes propres valeurs affichées. Donc au moment de l'annonce, j'avais un peu peur de ça et qu'ils se disent ah ouais, c'est quoi ce start-upper de merde qui vient pourrir mon club, quoi. Donc bon, il y en a évidemment qui pensent ça. C'est le jeu d'avoir une communauté aussi forte et nombreuse. Mais voilà. Ensuite, j'ai quand même... j'ai regardé l'intégralité des matchs du club avant d'arriver parce que j'étais fan. Donc, bon. L'ADN, je le connais par cœur. Je connaissais Kameto à travers l'écran. Donc, il y avait un des paris qui était qu'il soit le même en vrai. Spoiler, oui. Et donc, en fait, je pense que j'ai aussi un peu surpris tout le monde, et même dans le secteur, par une connaissance beaucoup plus approfondie que ce qu'ils pouvaient imaginer. C'est-à-dire que dès le premier jour, j'étais capable de citer les audiences des plus grands créateurs de contenu, de l'e-sport, de citer des joueurs qui jouaient à League of Legends il y a 10 ans. Ok, mais en fait, non, c'est pas un mec qui sort de nulle part, tu vois. C'est pas le patron de je ne sais quelle boîte qui est téléporté là parce que c'est cool. Et je pense que ça a permis de faciliter ma crédibilisation du secteur. Et puis ensuite, tu gagnes, de toute façon, c'est comme partout. Tu gagnes ton crédit sur le terrain, et puis voilà, quoi. Tu es attaquant, tu mets des buts, c'est tout. Comment ça se passe au départ? Du coup, t'arrives, tu commences à bosser avec eux. À quoi tu t'attaques au départ? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle, toi, en tant que CEO? En fait, c'est une boîte dans laquelle j'arrive, il y a 2 employés en dehors des fondateurs et de leur team. Donc, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il y avait 10 joueurs, je crois. Ok, ah oui. Donc, tout a été multiplié par 5 ou 6 depuis. Donc, en fait, c'est à la fois facile et compliqué. C'est facile parce que il y a 4 personnes à connaître pour avoir toutes les informations. Et il faut se baser sur, de toute façon, les fondamentaux. 1, sécurisation financière. Donc ça, c'est quoi? Re-signer tous les deals de sponsors. 2, assurer des sources de revenus stables. Se focaliser sur le merchandising, la logistique. 3, comprendre quelles sont les attentes de chacun. Sponsors, évidemment. Fans, fondateurs, joueurs. Et ensuite, mettre des limites à droite, à gauche, un peu partout. Recruter ce qu'il faut recruter. Genre vraiment, juste, tu défriches, nettoies ce qu'il faut, tout en développant. Et ça a été les 6 premiers mois. Une fois que c'est un tout petit peu plus stabilisé, alors après, bon, de toute façon, c'est un modèle où c'est compliqué parce que le cash flow, tout ça. Donc, tu as toujours un peu de ça. Mais tu rencontres des gens, tu développes, tu as des idées, t'installes. Et puis, tu fais évoluer petit à petit des choses dans une direction que tu kiffes. Toujours en accord avec tout le monde, toujours en proposant. Et puis en mettant l'énergie comme je l'ai toujours fait dans mes projets. Et voilà. Tu peux nous expliquer peut-être comment fonctionne un club de e-sport? Enfin, typiquement, quel est le quotidien d'un club de e-sport? Comment ça se finance? Comment ça vit? C'est littéralement l'équivalent d'un Paris Saint-Germain, puisqu'on a, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs équipes. Donc comme le PSG, donc il y a le foot masculin, le foot féminin, le handball, le judo. Nous, on a une équipe League of Legends, une équipe Valorant, une équipe Rocket League. On peut avoir des équipes académiques dans les jeux, des équipes féminines, etc. Donc en fait, le quotidien, c'est de gagner, avec ce que ça veut dire. Recruter, revendre, voir des joueurs partir, en accueillir des nouveaux, donc ce qu'on appellerait le mercato. En parallèle, il y a toute la stratégie revenu, donc sponsoring, merchandising, maintenant billetterie avec notre stade ou les événements. Et puis il y a toute la partie création de contenu, dans lequel en fait tu vas trouver à la fois du YouTube, Insta, TikTok, Twitch, Twitter, mais aussi du contenu indirect, par exemple les événements. Donc je dirais que c'est vraiment le croisement de la création de contenu, de la culture gaming et de l'e-sport au sens propre du terme. Et avec ça, tu as un modèle qui est compliqué à trouver, parce qu'on a les mêmes problématiques que le sport, notamment sur le coût des joueurs. Donc on met beaucoup d'argent dans la majorité, de très loin dans les joueurs et les joueuses, et de dénicher des investisseurs, mais surtout de générer des revenus, parce que le but de ce club, c'est d'être sustainable, ce qu'on a réussi à faire en 2023, et ce qu'on va réussir à faire normalement en 2024. Excellent.
Sur le merchandising, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as mis en place qui n'existait pas forcément avant et que tu as... Alors, ça existait avant, parce que le club, en fait, très vite, évidemment, avec la fanbase, a eu du merchandising. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a en fait il y a souvent des crises de croissance. Et c'est normal, tu te mets à vendre des milliers et des milliers de maillots, mais t'es pas le PSG, donc t'as pas la structure des Nike et compagnie pour vendre vraiment... des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de maillots, mais t'es pas non plus petit, comme, sans que ce soit péjoratif, des clubs de Ligue 2 ou de bas de Ligue 1. Ouais. Donc en fait, tu dois trouver des structures logistiques, et ça a été ça le principal. Et puis ensuite des positionnements de marque, et ensuite tout ce qui est très basiquement des usines, des intermédiaires, etc. Ouais. Mais une grande partie de ça existait. On a reboot avec les apprentissages qu'on a pu tirer de la première année et demie de merchandising. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des battes de baseball? Je crois que oui, vous êtes un des... c'est vrai qu'une des innovations de l'année 2024, pareil, c'est une idée que j'avais très vite en 2022, qui est de sortir des items de collection, parce que je pense que c'est cool d'avoir des souvenirs. Ouais. Et on a sorti une collection baseball autour des US, et on s'est dit, bah tiens, c'est marrant, on va sortir des battes, quoi. Ouais. Donc on en sort quelques dizaines, sold out en 1 minute. Et donc on se dit bon bah on va mettre en précommande et puis on va voir combien on en vend. Et en fait on en vend des centaines et des centaines et des centaines. Donc à tel point que j'ai dû arrêter parce que bah en fait c'est pas un marché qui est aussi grand que ce qu'on peut imaginer en France et en Europe. Ouais. Et que on s'est retrouvé, d'après les informations que m'ont donné des professionnels du secteur, évidemment j'ai pas d'infos, tu tapes pas combien de battes de baseball sont vendues sur Google et t'as des infos, mais il semblerait qu'on soit un des plus gros vendeurs de battes de baseball de l'année en France. Certains diraient même qu'on est premier, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas voilà. Et donc tu te retrouves dans une situation assez amusante parce que il faut les produire aussi, et qu'en fait personne, prestataire inclus, n'avait pu imaginer qu'on en vendrait autant. Donc en fait personne nous avait dit hey, les gars, en fait il y a une limite à ce qu'on est capable de faire, parce que les gens disaient oui, si t'inquiète, 200, 300 oui. Genre là, c'est plusieurs milliers, quoi. Du coup. Alors, c'est pas plusieurs milliers, okay. Mais c'est beaucoup plus que ça. Okay. Et donc, voilà. Mais on a trouvé des solutions. Ça va être livré en temps et en heure, donc on est content. D'ici à ce que la vidéo sorte, tout le monde, normalement, aura reçu sa batte de baseball Carmine Corp. Batte de collection, bien sûr. Il ne faut pas amener aux événements, ni se balader avec dans la rue. Ce n'est pas autorisé. Et ça n'a pas été pensé pour. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de KCX et comment tu as vécu, toi, peut-être ton premier KCX en tant que CEO? Donc, KCX, Carmine Corp Experience, c'est la marque numéro 1 de l'événementiel détenu par un club au monde, en e-sport, j'entends. Et donc, une de mes attributions, évidemment, quand j'arrive, c'est on a cet asset qui, à ce moment-là, a marqué les esprits parce que Bercy, pour le KCX2, sold out en 24 heures. Avec des énormes bugs, enfin tu vois, l'intégrale. Et donc il faut en faire quelque chose, il faut la développer. Et donc pareil, comme le merchandising, on repart sur ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, c'est quoi les différenciants de marque qu'il faut absolument conserver, comment on peut faire en sorte qu'il y ait un KCX8. Mais tu vois, et pour ça il faut déjà qu'il y ait un KCX3. Donc on a la chance d'avoir un partenaire Play2 qui est notre producteur là-dessus, donc aussi renouer avec ce partenaire pour bien faire les choses. Et donc effectivement on arrive au KCX3, donc mon premier KCX en tant que CEO, qui a lieu en octobre 2023. Et puis là, Paris La Défense Arena, 29 000 personnes, et je pense que dingue, juste dingue, enfin tu vois, c'est plusieurs millions de spectateurs uniques, c'est du délire, quoi. Et puis 29 000 personnes dans une salle. Et quelle salle? C'est la plus grande salle fermée d'Europe. Et tu montes sur scène et tu te rends compte de ce que c'est la vie d'artiste, en fait. Hein. C'est fou. D'avoir t'as 60 000 yeux qui te regardent. Giga impressionnant. C'est waouh. C'est complètement dingue. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ces journées-là? Donc, c'est 1 an de préparation. 150 personnes qui bossent sur le projet. C'est un show de 4 à 7 heures en fonction, multi-gaming. Et donc, c'est diffusé sur Twitch, gratuit, des tickets vendus pour être sur place, du merchandising. C'est une marque en tant que telle, hein. Multimédia, appelons ça comme ça. Et le but, c'est de faire une grande réunion de famille des fans Carmine Corp, mais ouverte à tous les
ce qu'on appelle les enjoyeurs, les passionnés d'e-sport. Okay. Et donc, nos équipes vont jouer contre des équipes qu'on invite. Ouais. Pour des matchs principalement amicaux maintenant, parce que pour des raisons de calendrier, c'est difficile de faire des matchs officiels. Ouais. Puis des questions de ping, tout simplement. La connexion Internet ne te permet pas forcément de jouer dans des conditions équivalentes à des gens qui ne joueraient pas sur place. Donc on met beaucoup d'e-sport, on met de l'entertainment, il y a toujours de la musique. On met de l'entertainment un peu divertissement avec des capsules vidéo, voilà. On a des sponsors qui sponsorisent la soirée. On a des annonces pour les fans du club. Et voilà, on se montre que collectivement, ce qui est une niche, une sous-culture, l'e-sport, le gaming, Twitch, la création de contenu, en fait, c'est quand même une grosse niche. Ouais. Et c'est une démonstration de force de ce qu'est la K-Corp. Et c'est pensé comme tel. Ok. Et donc là, KCX4 cette année ? Ouais. Quand notre contenu sera diffusé, aura eu lieu. Ouais. Donc j'espère que tout s'est bien passé. Ouais. Évidemment, rassuré par le KCX3, mais c'est une inquiétude forte. Ouais. Tu pars en live pendant 6 heures à 7 heures avec un déroulé qui est à la minute près. Et il y aura 28 000 personnes dans la salle. Et t'es en live, donc t'as pas de droit à l'erreur, quoi. Ouais. Donc grosse production, grosse inquiétude. Tu dors pas beaucoup les jours d'avant. Ouais. Alors mes équipes dorment pas beaucoup pendant le mois entier d'avant. Ouais. Je pense à Margot qui gère les événements chez nous. Tu vois, elle a fini le lancement du stade. Ouais, elle enchaîne. Tout, le KCX4, alors ça avait déjà démarré depuis quelques mois, mais c'est vraiment un truc qui s'accélère et voilà. Parce que la scénographie, tout ça s'organise en amont. Ouais. Donc c'est intense, c'est stressant, mais c'est chouette. Et là, il y a une équipe espagnole invitée, je crois, non ? Ouais, le storytelling de cette année, c'est Forever Rivals, donc toujours rivaux pour toujours, on dirait en français, ça fait un peu, tu vois. Mais tu vois l'ADN très Pokémon, très shonen. On pourrait se dire, on pourrait limite se dire, c'est le nom d'une saison de Pokémon, quoi, tu vois. Ou de Yu-Gi-Oh! Ou de Naruto, en fonction de, tu vois, c'est vraiment Naruto contre Sasuke. Pourquoi ? Parce que Kameto a de nombreuses reprises. En fait, il y a une guerre un peu sans merci entre les communautés francophones et les communautés hispanophones dans le monde de la création de contenu, notamment sur Twitch. Il y a eu Live 11 All-Star, le match incroyable organisé par Amine. Amine Mathieu, un super créateur de contenu que personnellement j'adore, tu vois, qui est super cool et qui a créé ça. Il y a eu le deuxième, ça s'est mal passé, il y a eu des problèmes et tout. Il y a eu la Pixel War de Kamel, avec le monde entier, notamment les Espagnols qui s'unissent, qui appellent les Américains et tout, contre Kameto, et donc contre toute la France. Donc il y a cette historique-ci. Et puis il y a un historique personnel, puisque Kameto et Prime ont ce club. Ibai, qui est un des plus gros créateurs de contenu espagnol, hispanophone, parce qu'il touche la force des hispanophones, il touche vraiment toute l'Amérique du Sud. Et donc on parle en millions et millions et millions de followers. Ça n'a rien à voir en nombre avec la France, mais la France est beaucoup plus dans l'intensité communautaire. Et donc de la réunion. Donc on arrive à avoir des chiffres qui matchent, alors qu'on a un bassin de population plus faible. Et donc Ibai et mes deux acolytes, ils ont créé leur club quasiment en même temps. Donc il y a déjà eu des matchs. Et au départ, c'était on est deux clubs, on est tous les deux sur League of Legends en ligue locale. On va faire des matchs entre équipes purement espagnoles et équipes purement françaises. Et puis les deux ont grandi sur d'autres jeux. Et puis les deux sont arrivés en LEC, qui est la ligue majeure de League of Legends. Avec des hauts et des bas. Il a fermé sa propre boîte, il s'est uni avec d'autres gens. Enfin voilà, tu vois, chacun grandit à sa façon. Et pour la première fois, on s'est dit, tiens, on va revivre ça, mais version multi-jeu, multi-roster. Donc on a 5 équipes chacun qui viennent. Sur Rocket League, sur Valorant en masculin et en féminin, sur League of Legends avec nos équipes stars dites LEC et les équipes académiques, donc françaises et espagnoles. Et on va se la coller devant des centaines de milliers de personnes. Ok, excellent storytelling. En fait, un des trucs que j'ai voulu mettre en œuvre, avec évidemment pas tout seul. Quand je dis jeu, c'est collectivement toujours. C'est de positionner la marque KCX comme une série de films américains. Donc, il y a des points de comparaison évidents avec des séries, en toute modestie pour nous, évidemment, Avengers ou Fast and Furious. Qui est que quand tu arrives aux Missions Impossibles, quand tu arrives aux Missions Impossibles 2, 3, 4, juste dire c'est Mission Impossible 4, c'est pas suffisant. Tu dois le positionner. Le positionnement, ça va être un scénario, ça va être un storytelling, et ça va être un titre. Donc le KCX3, je voulais absolument pas que ce soit le KCX3. C'est KCX3, K-Corp versus The World.
Okay. On invite le monde à venir chez nous pour défier le Blue Wall. Okay. Ok, qu'est-ce qu'on fait l'année d'après? Parce qu'il faut quand même différencier. Tu vois, tu peux pas dire simplement on fait KSX versus The World 2. Ouais. Ça pourrait être un autre truc, mais voilà. Et donc, Forever Rival, c'est de dire, quels que soient les hauts et les bas de ces créateurs de contenu, de la K-Corp ou à l'époque de Koi, qui est devenu Mad Lion Koi, donc ça c'est l'équipe espagnole, quels que soient nos hauts et nos bas, à la fin, ce sera toujours entre nous. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons l'amour du public. En France ou en Espagne. Donc c'est nous qui avons la détestation des autres. C'est nous qui venons révolutionner le marché de l'e-sport et apporter des nouveaux fans. Donc, on va se dire qu'on est rivaux pour toujours. Okay. C'est cool, tu vois. Ouais, c'est très cool. Mais de toute façon, c'est simple. Hein. C'est Sacha contre Régis pour les fans de Pokémon. C'est Yugi contre Kaiba pour les fans de Yu-Gi-Oh! Naruto Sasuke. C'est ça le truc. Et c'est chouette. Et c'est chouette. Parce que je pense que ça touche les gens. Et c'est ça le but de la K-Corp, c'est de toucher le cœur des gens. Ça, c'est un truc qui a toujours été dans le cœur et dans les discours des fondateurs Kameto et Prime. Et c'est ça qui est magnifique. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. Le positionnement que j'ai donné à la K-Corp, parce que je suis quelqu'un qui est très branding, positionnement, brand book, valeur, etc. Et j'aime bien quand il y a une cohérence dans l'ensemble. On est dans des boîtes relativement chaotiques, parce que tout va très vite, mais il y a des dénominateurs communs qu'il ne faut pas louper. La K-Corp, c'est esprit shonen. C'est ça le positionnement du club depuis le premier jour. Moi, je n'ai fait que le matérialiser pour le structurer et l'étendre, parce que je pense que cet esprit shonen peut toucher l'intégralité des gens de nos générations. Donc, je dirais entre 15 et 35-40 ans. Tous les gens qui ont été bercés par la pop culture, l'esprit shonen, donc c'est Luke Skywalker contre Dark Vador, Frodon contre le Seigneur, contre Sauron, Sacha, Yugi, Naruto, qui vous voulez, Hunter x Hunter, c'est ça le positionnement. Et ça, je pense que n'importe qui de ces générations-ci le comprend, qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas, qu'il soit touché par la Carmine ou par un autre club. Ce truc-ci, c'est générationnel. Et je pense que ce qu'on fait est générationnel. Si on revient sur le quotidien d'un club de e-sport, côté joueur, est-ce que tu peux nous parler, pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec l'e-sport, quel est le quotidien d'un joueur comme Calyst, par exemple? Qu'est-ce qu'il fait? Calyst, c'est une de nos super pépites, superstars. Donc, voilà, on a dédié une partie du club à faire de lui la plus grande superstar que l'Europe n'ait jamais connue. Alors, c'est un défi, parce qu'il y en a eu déjà des superstars. Et c'est un défi parce que c'est entre... lui et nous, c'est un travail collectif. Quand je dis nous, c'est aussi la communauté. La communauté des fans, parce que forcément, que tu as un mec qui pop comme ça, ça crée des fans et ça crée des haters. Donc voilà. C'est un jeune homme qui maintenant a 18 ans, que je trouve vraiment formidable, parce que intelligent, carré, bien éduqué, tu le sens vraiment respectueux, mais aussi avec une vision quand même, et qui a des demandes, tu vois, qui apprend à ce que c'est qu'être une star. C'est aussi avoir des exigences, mais trouver la limite, tu vois, et c'est donc co-construire. Mais parfois, nous dire, écoutez les gars, là moi, j'ai besoin de ça. Et ok, il y en a, tu vois, et c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai du respect, vraiment, parce que tu vois, il a 18 ans, il passe de 0 à 1 en termes de notoriété de malade, tu vois. Il rejoint la K-Corp, il doit avoir... je sais pas, quelques milliers de followers sur Twitter. Maintenant, il doit être à 100 000. Enfin, je ne sais pas combien il est, mais c'est devenu une star. Il vient, il a 16 ans. Il est entouré de vieux de la vieille dans notre équipe, parce qu'on avait une équipe LFL avec des historiques, quoi, qui ont leur caractère, leur expérience, leur vision, leur truc, quoi, tu vois. Enfin, t'en as un qui devait dormir 1 heure avant chaque match. T'en as un qui arrivait, son positionnement, lui, et sa méthode de performance, c'était d'arriver relativement à la dernière minute. C'est des joueurs qui jouaient plutôt tard que tôt le matin, et lui il vient, 16 ans, il passe du sud de la France à chez nous, puisque à Paris, dans la région parisienne, à 16 ans et demi. Il vit sans ses parents, il n'est pas dans ce territoire-ci, il a des gens avec du caractère autour de lui, on n'est pas un club ultra structuré, il vient, et c'est une bête féroce. Il est trop fort. Son entraînement de détection, ça a été lui qui joue, et derrière on a mis Kameto. Ah ouais. T'as 16 ans et demi, on te met Kameto derrière toi, et toi tu joues pour montrer que c'est toi qui dois être sélectionné. Il arrache tout.
Donc déjà, respect. Ouais. Et puis ensuite, il vient, il s'installe, comme je l'ai dit, et il est là à 10h30 tous les matins. Dans le monde de l'e-sport, il faut savoir que les entraînements commencent officiellement vers 13h. Ouais. Donc les joueurs viennent vers midi pour manger ensemble et finissent relativement tard. Ça finit vers 21h, 22h pour les entraînements collectifs, et puis ensuite ils doivent jouer en solitaire. Ouais. Donc tu vois, on est sur le truc. Et il vient à 10h30, ce qui est... voilà. Il a une routine et une rigueur, malgré le fait que il ait des gens d'expérience avec d'autres typologies. Tu vois, il aurait pu simplement suivre le mouvement. Oui, ouais. Non, il a son truc. Il part à 23h. Tu vois, et il a ce truc-ci. Ouais. Et il bat avec tu vois, le tempo. Ouais. Et il est fort. Et il tient la pression. Et il gagne. Et il pousse les anciens, sans que ce soit péjoratif, hein, ouais. à jouer plus. Ouais. Tu vois aussi. On dirait, non, tiens, mais petit, il joue quoi. Et il gagne. Incroyable. Non, mais et bluffant. Ouais. Voilà. Et donc après, il grandit. En plus, il a un coup dur parce que on acquiert un slot en LEC qui est la ligue majeure. C'est un peu comme la NBA, il faut acheter sa place. Lui, la même année, il y a une règle qui tombe qui dit que les joueurs de moins de 18 ans ne peuvent pas jouer parce qu'il y a des sponsorings d'alcool et donc voilà. Okay. Donc il est bloqué alors qu'il devait monter. Ouais. Hyper frustrant alors qu'on l'avait signé sur plusieurs années pour qu'il monte tout de suite. Ouais. Bon, il prend la frustration. On crée une équipe autour de lui parce qu'on veut aussi le mettre en situation de leadership. Ouais. Tu vois. Ouais. Il grandit, machin, et là, il va aller en LEC probablement. Je ne vais pas l'annoncer, mais peut-être qu'au moment où ce sera diffusé, un choix aura été fait. Bon, c'est un secret de Polichinelle. Et voilà, il va falloir qu'il montre au plus haut niveau possible qu'il a bien l'aura qu'il doit avoir. Ouais. En France, il est indélogeable. Ouais. Voilà, c'est le meilleur. Ouais. Sur le ladder mondial, parce que tout est public, tout le monde a vu qu'il était fort. Ouais. Maintenant, il faut qu'il montre. Et ouais, c'est quelqu'un que nous on accompagne, qu'on essaye de faire grandir. On essaye de faire en sorte qu'il soit le mieux accompagné possible. Après, c'est ses choix de vie. Hein. Ouais. Tu vois, chaque joueur aujourd'hui, hein, pour ceux qui connaissent pas, ont un agent ou des agents, avec parfois des agents business, des agents d'image, des agents de marque, des créateurs de contenu, tu vois, tout ce truc-ci. Okay. Et voilà, en tout cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. J'espère qu'il restera au club le plus longtemps possible. Et puis, si un jour les routes sont amenées à se séparer, j'espère que ce sera dans tous les cas le plus élégant et respectueux possible parce que c'est un jeune homme que j'aime beaucoup. Ouais. Comment ça se passe? C'est des systèmes de contrats? Ouais, c'est des contrats. Historiquement, dans l'e-sport, les contrats sont relativement courts, donc je qualifierais ça de court parce que c'est 1 an, tu vois. D'accord. Mais pour les jeunes pépites, mon approche, ce qu'on appellera des franchise players à l'américaine, c'est contrat long terme. Okay. Donc c'est minimum 2 ans. Et c'est plutôt 3 à 4 ans. Pour construire un projet autour d'eux. Ouais, c'est ça. C'est de dire, voilà, et puis te faire grandir. C'est intéressant pour nous parce qu'évidemment, on va caler des salaires à l'avance. Donc, on est un peu rémunéré, nous, en tant que club, du fait d'avoir trouvé la pépite et de l'avoir sécurisé le plus tôt possible. Alors, après, les salaires évoluent, il y a plein de variables, etc. Et puis, bon, il y a des renégociations. Mais c'est aussi l'assurance pour le joueur d'avoir ça, même si à un moment, tu vois, si Caliste, il monte en LEC et qu'il est à chier, ce ne sera pas le cas, il a déjà 2 années de contrat sur lesquelles, quoi qu'il arrive, si on doit se séparer de lui parce que c'est notre décision, il faudra le payer, quoi, dans tous les cas. Donc, il y a une sécurisation des deux côtés. Tu vois, c'est un deal win-win avec des engagements. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a fait pour lui, qu'on a fait pour d'autres talents, des coachs ou des joueurs. Ouais. Et voilà. Mais en tout cas, il le méritait. Et puis surtout, en fait, tu sais, c'est un peu comme l'association quand tu montes une boîte. Ouais. C'est qu'en fait, il y a une grande partie d'une association ou d'un investissement, c'est t'es OK pour se planter ensemble. Moi, je suis OK pour perdre avec lui. Ok. Si ça perd trop et que ça n'atteint pas l'objectif, on décidera de ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Et lui aussi. Si on n'arrive pas à lui montrer qu'on est capable de l'associer avec des gens qui peuvent lui permettre de gagner, tu vois, c'est comme des grandes stars de foot, quoi. Mais ouais, en fait, c'est un symbole de ce qu'est la Karmine Corp. Ouais. À tous les niveaux. Et on veut aussi que les fans le protègent parce que c'est un jeune homme qui a beaucoup de pression. Et c'est important pour nous qu'il soit mis dans les meilleures conditions pour réussir. Ouais. Et après, ce sera entre ses mains. Ouais. C'est le cas de le dire. D'être le meilleur joueur du monde et on va tout faire pour l'aider là-dessus. Très cool. C'est quoi le process d'identification de futures pépites pour un club de e-sport comme le vôtre? On a la chance d'être aujourd'hui un club suffisamment puissant pour avoir... on est rarement le premier club d'un joueur, dorénavant. Ouais. Okay. Donc c'est simple, hein, il y a des clubs de division inférieure, division 2 ou ce qu'on appelle Open Tour. Okay. Donc déjà, ils sont éduqués à ce niveau-ci au pré-professionnalisme. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu vidéo, tous les classements sont publics pour les joueurs. Parce que tu joues, simplement. Tu sais, la détection, elle est sur le fait qu'il y a un jeu. Ouais. Il y a un classement, on se dit, putain, mais c'est quoi ce... Et puis, on ne sait pas qui est qui, hein. Nous, on voit que les pseudos. Ouais. C'est quoi ce mec qui sort? Donc, en fait, on a des data analystes
qui ont des algorithmes de détection. On a des analyses ensuite avec des scouts qui sont payés un peu comme le foot pour détecter des talents partout dans le monde. Okay. Et puis, on a ensuite des processus de mise en œuvre pour les mercatos, ce qu'on appelle les try-outs, où on va essayer des tonnes de joueurs. Ce qui est amusant, c'est que parfois, les joueurs ont été essayés, n'ont pas été pris, mais reviennent un an plus tard pour un nouvel essai, parce qu'ils ont pris un an d'apprentissage en plus. Ok. Trop bien, donc ça a été le cas pour... ça a été le cas pour Caliste. Ok, qui jouait dans une division inférieure avant. Il jouait dans une division inférieure et il est monté dans la Ligue française, donc LFL. Ok. Et voilà. Trop bien. Si on parle rapidement des arènes, ouais. Qui est l'actualité 2024 pour l'instant, comment est né ce projet-là et comment s'est passé de l'idée au jour où vous avez ouvert les arènes? Alors, très concrètement, on avait nos bureaux dans le 15e, pas très loin, de Porte de Versailles. Et il y a Vivatech. Et je passe sur le stand de France eSport, qui est une association qui défend des intérêts des structures et du monde amateur e-sport. Et c'est financé par une agglomération, Grand Paris Sud, qui a construit une arène, qui est en cours de finalisation à ce moment-là, dédiée, enfin, qui entre autres, il le pense, peut se positionner sur l'e-sport. Ok. Et je me dis, ok, les fondateurs, ils ont toujours eu le rêve d'avoir leur propre stade, parce qu'on a une communauté et qu'on pense qu'on est capable de le remplir. Ouais. Donc, je vais parler avec ces gens-ci, on en parle sur place, on se revoit, et ça y est, le projet, il est lancé. Tout simplement. Okay. Et ensuite, c'est des tonnes comme devenir un club résident, et puis c'est un partenariat public-privé, donc il y a des tonnes d'espace, on annonce au KCX3, et puis ensuite, il y a encore un an de tractation, discussion, signature, modalité, j'en passe et des meilleurs. Ouais. Et on devient résident du club là-dessus. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Prime et son associé de l'époque, Souleymane, avaient déjà parlé avec le président de cette agglomération par le passé. Ça n'avait rien donné, mais c'est drôle de voir qu'un an plus tard, moi je les rencontre et puis boum, on lance le truc, quoi. Ouais. En fait, de toute façon, c'est le dénominateur commun de ma vie. C'est des histoires de rencontres et de hasard. Et j'avais vraiment pas envie d'aller à Vivatech. Et je suis resté littéralement 45 minutes. Donc 30 à parler avec ces gens-ci. Incroyable. Franchement, c'est vraiment... et je pense que si j'y suis pas, ça veut pas dire que le projet n'aurait pas eu lieu, mais je pense pas qu'il aurait eu lieu aussi vite. Ouais. Et puis même, je pense que c'est drôle, mais ça aurait mis la salle dans une situation où, par exemple, il y a des choses qu'on a demandé en termes de changement, d'infrastructure ou de mise en place, qui auraient été quasi impossibles à faire si on s'était rencontrés encore un an plus tard. Donc c'est une forme de destin, timing, de timing que tu pousses et qui fait que ça passe. Et c'est ça qui est assez incroyable. Puis ensuite, tu mets en œuvre jusqu'à l'ouverture où on organise 2 soirées. Et puis voilà, on a une sensation d'être chez nous. Le positionnement, il est un peu différent du KCX. KCX, c'est grandiloquent, Super Bowl, toujours plus grand, toujours plus fort, on en met plein la vue. Ouais. Là, on est chez nous. Ce qui a fait dire à certains fans, et je suis très d'accord avec eux, que ça avait une vibe un peu du premier KCX. Plus petit, plus intimiste, tout le monde se voit, tu peux aller quasiment checker les joueurs et les stars fondateurs sur scène. Tu vois, il y a un truc vraiment de proximité. Là où quand tu es à Paris La Défense Arena, ça shut down, t'as 28 à 29 000 personnes qui doivent partir, t'as de la sécurité de zinzin, t'es une star américaine, donc tu peux pas juste arrêter, prendre des photos, c'est mécaniquement impossible. Donc t'as vraiment cette vibe-là, et c'est exactement ce que je voulais. C'est une nouvelle marque en fait, c'est une nouvelle IP avec, tu l'as compris, mon positionnement toujours la même chose, hein. Positionnement, valeur, brand purpose, j'en passe c'est des meilleurs, et c'est un positionnement qui est différent. Il faut de la cohérence avec tout le reste des brands. Toujours, alignement, cohérence, des dénominateurs communs et des déterminants qui sont figés dans le marbre, mais des évolutions à chaque événement. Donc, tu vois, tu dois positionner, puis ensuite tu fais évoluer comme une marque traditionnelle, et tu ajoutes des petites touches. Comment les éditeurs voient l'ouverture d'un stade pour une équipe de e-sport Quel est d'ailleurs le rapport de force peut-être avec des Riot ou ce genre de choses Alors, historiquement, ce qu'il faut comprendre aussi, effectivement, c'est un point important, c'est que dans l'e-sport, c'est pas comme le foot où le foot appartient presque à personne. Alors en réalité, tu as des associations genre la FIFA, mais tu peux jouer au foot dehors et tu peux dire je vais faire un tournoi de foot diffusé sur Twitch. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour ça. Tu as besoin d'autorisation si tu veux que la TVA soit à 5,5, il faut que ce soit sous l'égide de la Fédération française. Bon, c'est tout un micmac légal. Mais tu fais un 5 sur un toit comme à Paris, diffusé sur Twitch, pas de problème. Pas de problème. Tu n'as pas le droit de faire ça avec les éditeurs. Tu dois avoir l'autorisation parce que c'est de la propriété privée. Du jeu. Chaque jeu est une IP qui appartient à quelqu'un
qui est détenteur des droits et qui doit donner théoriquement l'autorisation pour tout événement, notamment des événements où tu vends des tickets, notamment des événements où tu gagnes de l'argent par des sponsors, etc. Ok. Donc il y a un rapport de force naturel qui au départ était complètement perdu par les clubs parce que globalement les éditeurs n'autorisaient quasiment rien. Ouais. Et puis des clubs, notamment la Carmine, notamment avec les fondateurs, ont poussé les limites avec le KCX, notamment le KCX2 qui a été fait comme ça. Et puis ensuite, on trouve un accord de « Ok, vous pouvez faire ci, mais voilà les conditions. » Et puis on trouve des modalités, et puis petit à petit, on avance. Jusqu'au moment où on a un stade. Et là, la question, c'est « Ok, mais comment nous, on arrive à jouer des matchs de nos équipes professionnelles, c'est-à-dire des vrais matchs officiels dans ce stade ?» Ce qui est une différenciation par rapport au KCX. Ouais. Et là, au début, c'est 1-1, et puis ensuite, ils voient qu'on annonce le stade, et ils disent « Putain, c'est une opportunité. Ouais. » En fait, c'est toujours ça. Le but, c'est de montrer que ce sont des opportunités. Ouais. Mais c'est un secteur où tu peux pas dire « Hey les gars, je vais peut-être avoir un stade », c'est dire « Hey les gars, j'ai un stade. » Ouais. Je l'ai annoncé devant 30 000 personnes, il y avait 200 000 spectateurs, ça touchait 2 millions de personnes, tout le monde en a parlé. Vous voulez pas être ceux qui n'ont pas envie qu'il se passe des trucs, voilà. Soyez premiers de cordée. Ouais. Regardez à quel point c'est une opportunité pour vous. Ouais. Et ça permet petit à petit de débloquer les choses. Pour eux, c'est quoi l'incentive? C'est quoi l'intérêt pour eux de potentiellement faire des matchs officiels dans votre stade? Alors déjà, ça leur permet de... Il y a plusieurs gains. 1, réduction des coûts. Ça leur coûte des sommes pharaoniques de produire des événements. Ok. Nous déléguer la gestion, c'est nous faire porter le poids du PNL. Ouais. Donc moins de pertes, moins de risques, moins d'investissement pour eux. Okay. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Le second, c'est toucher des communautés locales. Forcément, ces sociétés-ci, ces éditeurs sont des mastodontes, avec des stratégies monde, IMIA, Europe du Sud, peu importe comment ils appellent ça, tu vois, je te donne un truc au pif, France, et là on atterrit chez nous. Ok. Au bout d'un moment, si tu veux toucher des populations locales, quand tu as des clubs locaux très puissants comme Koi, comme Gentlemates, comme Carmine Corp, il faut travailler en coordination avec ces clubs-ci. Et donc, c'est une opportunité pour toucher un bassin local grâce à ces clubs en montrant un peu patte blanche. Ouais. Et enfin, je dirais que c'est aussi un moyen de montrer qu'ils sont modernes et cool. Et par les temps qui courent, les éditeurs de jeux, il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de trucs, ils ont besoin aussi de ça. Donc, en fait, quand tu vois les choses comme ça, tout d'un coup, tu deviens une opportunité pour eux de gain et de réduction des pertes. Ouais. Et en fait, dans le business, quand tu proposes à des gens de gagner des choses et de perdre moins, en général, tu signes un deal. Ouais. Voilà. Ok. Ça peut prendre du temps, il faut voir plein de couches, plein de trucs. Tu dois faire aussi amende honorable sur des choses que tu as pu faire par le passé, plus mettre un peu d'eau dans ton vin pour boire une carafe pour que ça ait lieu. Ouais. Mais tu peux y arriver. Il y avait déjà des exemples d'équipes de e-sport qui avaient eu leur stade Alors, des exemples d'équipes e-sport qui font des événements, oui. Ouais. Un peu dans le modèle de la Carmine. Parfois des événements match officiels, notamment aux États-Unis. Okay. Ça avait souvent a eu souvent lieu, par exemple sur Call of Duty. L'éditeur déléguait le soin aux équipes de prendre ce risque, tu vois, là-dessus. Des stades, au sens de ce qu'on entend, des micros-arénas de quelques centaines de places, oui. Ouais. De la résidence, je crois que ça a eu lieu notamment en Chine parce qu'ils ont un modèle très orienté sur les provinces, donc les clubs sont un peu comme le foot, co-appartiennent ou sont cofinancés par des provinces, donc oui, mais résident en Occident d'une salle de plusieurs milliers de places, ça n'a jamais lieu. C'est une première. C'est une première et puis on est très heureux, avec beaucoup de risques, mais on a mitigé ça grâce à des bons partenariats avec l'agglomération Grand Paris Sud et la mairie d'Évry-Courcouronnes. Et le but, c'est de montrer à tout le monde qu'on est une opportunité. Ouais. De toucher la jeunesse, de partager des valeurs, de faire des trucs qui sont cool, qui ont du sens, avoir un impact sociétal, avoir un impact business, faire des choses bien, tout simplement. Donc, tout le monde a... on est dans un momentum où tout le monde a intérêt à ce que ce truc soit un succès. Ouais. Ça permet déjà de débloquer beaucoup de loquets qui étaient fermés. C'est quoi l'ambition, du coup, avec cette arène, d'un point de vue... Que ça devienne une norme. Ouais. En fait, c'est ça l'objectif. Je disais dans une interview il n'y a pas très longtemps que ce serait un échec que la Carmine soit le seul dans 3 ans club à avoir une résidence dans un stade en Europe. Ok. Voilà. Donc et on aidera n'importe quel club qui a besoin de conseils, de structures, même nos concurrents. Je les aiderai s'il faut, parce que le PSG a besoin de l'OM, que Barcelone a besoin du Real Madrid, que Manchester City a besoin de Manchester United. C'est comme ça qu'on pourra faire de ce spectacle e-sportif, compétitif, un marché pour toujours. Okay. Et c'est ce à quoi on doit tendre si on veut que ce secteur
qui moi me passionnent, que j'aime, que j'aimerais même quand je ne serai plus à la Carmine Corp, grandissent et continuent de faire vivre des gens, mais aussi de créer un truc passionnant pour les fans, pour les spectateurs. Si on se projette dans 5 ans, 5-10 ans, c'est quoi le futur du e-sport selon toi? Je pense qu'il y a un monde à la croisée de la NBA et du sport européen. C'est-à-dire que il va y avoir 2 couches, à mon sens. Après, on va voir si... Voilà, mais c'est une vision, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est pas entre mes mains, donc c'est facile, en plus d'avoir cette vision, où il y aura 2 couches. Il y aura une couche à la NBA, c'est-à-dire un nombre réduit de clubs sécurisés, c'est-à-dire ils peuvent pas descendre de division, ils ont des assets tangibles. Ouais. J'aimerais qu'il y ait des systèmes de draft à un moment donné, etc. Mais 20 à 30 clubs mondiaux. Ok. Vraiment avec des marques aussi connues que les Chicago Bulls, les Lakers pour les plus puissants, mais tu as aussi des Oklahoma, tu as aussi du Minnesota, enfin tu vois, tu as de tout quoi. Donc modèle américain. Et de l'autre, il y aura une couche locale, nationale, notamment en Europe, parce que c'est un modèle un peu à part l'Europe, parce que c'est, enfin les IMIA, c'est plusieurs langues, plusieurs nations, plusieurs cultures. Là aux États-Unis, c'est découpé en États, mais bon, c'est unifié. Donc je pense qu'il y aura les 2 couches. Peut-être sur un modèle un peu de ce que l'on a sur le basket, sauf erreur de ma part, en Europe, où tu as des ligues nationales et des ligues transverses, plus ou moins sécurisées. Et je pense qu'on pourrait arriver à ça. Un peu ce que les gens ont tenté de faire sur la Super League en football, qui met dans leur modèle où tu as la Super League, peut-être quelques équipes qui peuvent monter et être invitées de manière un peu événementielle ou parce qu'ils ont gagné des trucs, et des ligues nationales, des ligues nationales et locales. Okay. Ça, c'est ce que je pense être le meilleur modèle pour l'e-sport. Je ne donne pas mon avis sur le foot, sur l'e-sport, pour être solide, résilient et sécuriser les investissements de tout le monde. Trop cool. Le podcast, il va sortir en décembre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour l'année 2025 en tant que CEO de la Carmine Corp soit toujours là en 2026. Que Caliste ait montré toute l'étendue de son talent en nous ayant aidé à gagner des titres, que Vatira soit devenu champion du monde, que nos rosters aient montré aux fans pourquoi ils sont fans, ont défendu le maillot avec fierté, en respectant les valeurs et en gagnant au maximum. Et simplement une année d'entertainment, avec des hauts, des bas, des émotions, des pleurs, de la joie, une armoire à trophées remplie, et puis des fondateurs toujours heureux dans cette 5e année. De fêter les 5 ans du club et de se dire putain, on a créé quelque chose quand même. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci Arthur.